Merci d'être là ce soir si nombreux. Bonsoir Serge, c'est la deuxième fois que tu viens ici et tu vois qu'on te reçoit toujours avec autant de plaisir et autant de monde. Alors ce livre, le livre de Kels, c'est ton 12e roman aux éditions Grasset depuis 2005 et c'est peut-être le plus intime, le plus personnel. Et paradoxalement, dans ce livre qui parle de toi, tu parles aussi beaucoup de nous et c'est ce que je crois ce qui va faire un des principaux intérêts de ce livre. Parce que ce récit d'une jeunesse précipitée dans la rue par la folie d'un père monstrueux est aussi une formidable plongée dans les années 70. Alors tu es un romancier maintenant reconnu, consacré, le nombre de prix littéraires, le prix Médicis, le prix du roman de l'Académie française, le prix Goncourt des lycéens, et en même temps tu es toujours journaliste. Tu as été 35 ans à l'UB. Alors, je te dis tu parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons même eu l'occasion de travailler ensemble dans la libération de Serge Julie, qui est ici aujourd'hui dans la salle avec nous et à qui nous lançons bien sûr un salut amical. Voilà. En tant que reporter, tu as couvert de nombreux conflits, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, que ce soit en Irlande, qui est un pays du temps où il y avait une guerre qui déchirait les communautés catholiques et protestantes. Et la première question que je voulais vous poser, c'était comment, quand on a passé une grande partie de sa vie à traiter comme ça des soubresauts du monde, comment on passe à ce registre un peu plus intime, un peu plus personnel, qui est celui du roman. Alors, d'abord, je vais dire, je ne sais pas où tu es, je vais dire bonsoir à Serge Julie, Il est juste voilà, qui a été mon chef longtemps, qui restera pour moi longtemps, dans mon cœur, dans ma tête, et aussi dans mon ventre. Voilà, l'émotion passe par le ventre souvent. J'ai peur d'en avoir déjà dit ici même, c'est un peu gênant. Non, pas devant le même public. Non, pas dans le même public peut-être, mais la fiction permet en fait à un journaliste de dire je. Moi, je ne suis pas un journaliste. C'est important pour moi, j'ai été reporter, c'est important. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis et qui dit ce qu'il pense, ou qui dit ce qu'il croit, et qui dit ce qu'il voit et qui dit ce qu'il entend. Donc je ne suis pas là pour discourir sur les intentions et sur les prétentions, mais je suis là pour rapporter ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, le propre du reportage. Et je pense, à mon époque, en tout cas, je ne sais pas maintenant ce qu'on en est très bien à ce propos, mais je pense qu'un journaliste n'a pas le droit de dire je. Je ne crois pas que dans un reportage, on ait le droit de dire je. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve dans un endroit, même l'endroit le pire au monde, le plus violent, le plus terrible, je pense que ces émotions n'ont pas à passer dans un article. Je pense qu'on parle des larmes des autres, on parle de la violence qu'ils leur est faite, on parle de la violence qu'ils font eux-mêmes, on peut parler de plein de choses, mais tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne ce que le journaliste vit au fond de lui, toute sa colère, tout son effroi même, ne devrait pas transparaître dans un article de presse. Et je me suis aperçu que la fiction ou le roman me permettait de parler de cet effroi-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des lieux épouvantables, avec des guerres épouvantables, toutes guerres épouvantables, il y en a qui le sont plus que d'autres, notamment lorsque les enfants meurent. Et dans ces moments-là, dans ces guerres-là, dans ces lieux-là, la seule chose que j'avais en tête, c'était d'informer le public, d'informer les gens qui n'avaient pas la chance ou la malchance d'être à ma place, mais en tout cas qui ne savaient pas. Et moi, ce que je voulais, c'est que n'importe qui, qu'il soit en terrasse à Uzès un jour d'été, ou à Paris, ou à Lyon, que brusquement il lise un journal, il ouvre un journal, et que dans ce journal, on leur rapporte quelque chose qu'ils avaient oublié, qu'ils ne savaient pas, qu'ils ignoraient peut-être, mais quelque chose d'une violence folle, et moi je veux que cette violence folle dérange à l'heure du petit déjeuner, parce que je veux qu'ils vivent avec, je veux qu'ils sachent que ça existe. Mais moi, ce que j'ai vécu en faisant ce reportage, ce que j'ai vécu en écrivant tout cela, ça ne va pas trouver sa place dans ce journal-là. La seule chose qui va être dans ce journal-là, qui va exister dans ce journal-là, c'est ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire pour rendre des comptes sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que vivent les autres, mais pas ce que je vis moi. Ce que je vis moi, je vais le conserver pour d'autres occasions, et ces autres occasions, c'est effectivement le roman et la fiction. Et c'est pour ça, c'est une chose
Voilà, je sais, j'ai toujours peur de te réexpliquer, parce que, en plus, c'était tellement pratique de notre temps, il n'y avait pas Internet, tout ça, donc chaque fois que tu disais un truc, c'était la première fois que les gens l'entendaient, c'était magique. Maintenant, les gens disent, oh, il répète, mais là, je suis désolé. J'avais des petits carnets à spirale, et sur tous les carnets à spirale, tous les carnets de reporters, sur les pages de droite, j'écrivais tout ce qui concernait le journal, tout ce qui devait trouver sa place dans le journal. Donc les faits, donc ce que j'entendais, donc les choses entre guillemets, etc. Sur les pages de gauche, c'était tout ce que je ressentais. Par exemple, il m'est arrivé de noter précisément des atrocités qui avaient lieu, et sur la page de gauche, de dire que je n'en pouvais plus, que j'étais fatigué, que je voulais rentrer, que j'en avais marre de ce monde où des hommes tuaient des enfants. Et je ne savais pas ce que j'allais faire avec les pages de gauche. Et un jour, j'ai compris, au fur et à mesure, que les romans, en fait, c'était la somme de mes pages de gauche. Donc je n'ai pas fait des romans, je n'ai pas fait de la fiction, je n'ai pas fait de la, entre guillemets, de la littérature, parce que le journal m'empêchait d'écrire des choses. On a toujours pu écrire ce qu'on voulait dans le journal, mais juste pour me réapproprier mes propres émotions. Alors dans ces romans faits de tes pages de gauche, tu nous avais parlé de ton enfance entre un père violent, tyrannique, mythomane, et une mère sous emprise de cet homme absolument effrayant. Et tu ne nous avais pas dit que tu avais décidé un jour de quitter ta famille, d'en partir et de passer un an dans la rue. Non, je n'ai pas décidé de passer un an dans la rue, c'est la rue qui m'a pris en fait. Mais je ne l'ai pas écrit parce que je n'osais pas en fait. C'était extrêmement difficile. J'ai maintenant un âge certain. Je suis né sur Saint-Auréole pour les plus anciens. Et j'ai un âge certain et jusqu'à maintenant, je crois que je n'ai pas osé écrire ça. Je n'ai pas osé écrire que j'ai été dans la rue. Je n'ai pas osé écrire que quand j'ai rencontré les militants, je n'avais aucune éducation, je n'avais aucune culture, que tout a été appris sur le tas. Je n'ai pas osé raconter ça. Je n'ai pas osé raconter la violence, comment est-ce qu'on rentre en violence. Je n'ai pas osé raconter comment est-ce qu'on en sort. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'avais au fond de moi, mais je me rendais compte dans les réunions, dans les débats, dans les rencontres, que plein de gens me disaient, bon, en gros, j'exagère presque, bon, l'enfant battu, on en a marre, ça y est, on sait, il y a eu un livre, 2 livres, 3 livres, c'est bon, mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous êtes parti de chez vous? Et je n'avais jamais raconté ça, le moment où on claque la porte, où l'enfant battu claque la porte, et qu'est-ce qui se passe? Parce que d'accord, il claque la porte et il se retrouve à la libération. C'est pas un peu rapide ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et je n'osais pas l'écrire, je n'osais pas le lire, je n'osais pas l'avouer. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour clore tout ça, de raconter ces périodes-là. Alors, ce qui est singulier, c'est que tu as donc beaucoup parlé de ton père avant et de tout ce qu'il y avait beaucoup à dire sur lui. Et là, tu ne le nommes plus. Non. Tu dis l'autre. L'autre. Pourquoi? Parce que je crois qu'on en a marre, moi aussi. C'est-à-dire, il est mort en 2014. Je suis allé jusqu'au plus loin pour essayer de le comprendre, pour essayer de l'entendre, pour essayer de l'aimer, mais au plus loin, même après sa mort, j'ai continué à essayer de comprendre pourquoi il était comme ça, d'où venait sa violence, d'où venait sa folie. J'ai tout fait pour être digne, pour être un fils digne d'un père, qui ne l'était pas. Et puis stop, c'est-à-dire que là, l'enfant battu, l'enfant qui se cache de son père, c'est fini. Là, je viens de quitter l'appartement, là, je vais rentrer dans la vie, je rentre par le mauvais côté, je rentre par la rue, par la violence, mais en tout cas, je ne veux plus qu'il existe. Je ne veux plus que le mot père soit dans mes pages. Donc l'autre, c'est comme ça que ma mère l'appelait, c'est comme ça que je l'appelais aussi, et il ne reste plus que l'autre. C'est-à-dire que tout ce personnage qui m'a hanté, qui avait hanté les lecteurs pendant un livre, 2 livres, 3 livres, là, il est enfin terrassé. Et mon problème, c'est que quand je me regarde dans le miroir, plus je vieillis d'ailleurs, et moins j'ai envie de ressembler à l'autre. Le problème, c'est que les fils ressemblent souvent au père parce qu'ils sont dans le miroir, et cette chose me hante toujours. Mais non, je ne veux plus qu'il existe, je sais qu'il est là, je sais que j'en viens, je sais le mal qu'il m'a fait, mais il faut passer à autre chose, et donc ce livre-là, c'est quasiment le passage de l'âge adulte, c'est de l'enfant à l'adulte, de l'enfant battu à l'enfant
à l'adulte qui va apprendre à se battre en fait. Je crois que tu avais pensé éventuellement que donner comme titre à ce roman L'Enragé. Oui, c'était pris, c'était voilà, c'était pris avant, mais j'avoue que L'Enragé ça aurait été. Alors, L'Enragé 2, ça aurait été pas possible. L'Enragé 2, pour le Pixar, il n'est pas ça se fait parfois. Oui, je sais, mais généralement ça marche moins bien les deux. Donc je me suis dit que. Et le livre de Kells, en plus, c'est un peu troublant, c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre, et c'est ce qui m'allait très bien. Ou alors j'aurais pu l'appeler le livre de Sorge, ça aurait été complètement grotesque, donc il ne fallait pas jouer ça. Alors le livre de Kells, je crois que là encore, ce sont des choses que tu as dites déjà, mais tout le Oui, monde le sait. mais c'est pas grave, c'est pas même public, on fait quand même. Voilà, l'origine de ce mot de Kells. Alors, Kells, c'est que lorsque j'étais petit, donc moi je suis un petit lyonnais dans le cœur, je ne sais pas s'il y a des lyonnais ici, mais. Et donc j'avais 3 choses sur mon mur, au-dessus de mon lit. J'avais une photo de Guignol. Alors, Guignol, qui n'est pas juste une petite poupée rigole, c'est pas une petite. Guignol a été créé par les vétistes lyonnais, notamment Laurent Mourguet, pour combattre Napoléon III. C'est-à-dire que la police de Napoléon III a mis un certain temps à comprendre qu'on ne pouvait pas mettre une poupée en prison, mais qu'en fait on pouvait se soumettre son manipulateur en prison. Et donc il y a eu un moment comme ça où Guignol a été créé pour que les hommes qui risquaient d'aller en prison puissent se cacher derrière une marionnette. Donc Guignol sur mon mur, parce qu'il me protégeait de la bêtise, je pensais. J'avais aussi sur mon mur, alors ça m'a fait très bizarre avec de l'idée, avec du canard, mais j'avais une photo du curé d'Ars. Ouais, voilà, c'est marrant, le curé d'Ars. Parce qu'on est loin on est loin du cardinal qui sort de table. C'était un petit curé qui me plaisait bien, dont la légende disait qu'il se battait à point nu avec le diable, parce qu'il était, voilà, le doute subsiste, mais en tout cas, j'aimais bien ce côté de se battre contre le mal à main nue. Et la troisième chose, c'était une représentation d'une page d'un évangéliaire irlandais du 9e siècle, une sorte de missel, richement décoré par les moines irlandais du village de Kells. Et c'est somptueux parce que c'était toute la. C'est l'art baroque irlandais du 9e siècle avec ses entrelacs, ses animaux particuliers, bizarres, etc. Et au centre, une fois encore, Saint-Marc. Et j'avais l'impression que Saint-Marc, le curé d'Ars, plus Guignol me protégeaient. Donc lorsque je me suis enfui de chez moi, j'ai pris quelques habits, quelque chose comme ça, et j'ai pris ces 3 choses qui étaient sur mon mur. Et la nausée de Sartre également. Et la nausée de Sartre. Tu l'avais dit au curé d'Ars parce que c'était pas tout à fait la même. Non, alors, non, mais c'est compliqué. Je ne vais pas tout dire au curé d'Ars, parce que je n'ai pas dit non plus à Sartre, que j'avais le curé d'Ars avec moi. Mais en tout cas, j'ai pris ces 3 choses parce que je pensais que ça me protégerait quand je serais parti. Et la nausée, pourquoi j'ai pris la nausée de Sartre? D'abord parce que je trouvais que ce mot était très drôle, la nausée. C'est exactement ce que je ressentais depuis que j'étais jeune. Et j'ai mis enfin un mot sur mon sentiment d'enfant, la nausée. Devant cet homme, devant sa violence, devant sa brutalité, devant sa bêtise. Mais je ne l'avais pas lu. Mais je savais qu'ayant la nausée, Sartre, mon père détestait Sartre, fusiller Jean-Paul Sartre, ça a été un cri à un moment donné. Donc tout ce que mon père détestait, évidemment, c'était quelque chose que je chérissais. Et donc même s'il n'avait pas lu, il m'était arrivé de me promener, Libération n'existait pas encore, de me promener avec Le Monde dans la rue que je ne lisais pas, ou La Nausée dans la rue, parce que je trouvais que me promenant avec ça de façon visible, c'était déjà lutter contre mon père. Donc toutes ces choses-là, je les prends avec moi, dans mon sac, je pars, et quand j'arrive, malheureusement je me suis trompé, je pensais que j'irais à Katmandou, que j'irais en Inde, que j'allais suivre, que la première chose que je me suis faite, je me suis procuré un petit foulard pour mettre dans les cheveux, pour être entre Jack Kerouac et Jimi Hendrix, quelque chose comme ça. Et puis non. Et puis en fait, j'ai pas pu aller très loin. Je suis allé d'abord au Saint-Marie-la-Mer, hein, c'est pas loin d'ici. Et puis je suis allé à Paris avant de partir en Inde. Et je suis jamais parti en Inde et je me suis retrouvé à Paris. Et je pensais que je serais un routard. Je me suis retrouvé zola dans la rue, gamin, 17 ans, dans la rue. Et puis là, dans la rue, j'ai trouvé une drôle de faune de jeunes qui me ressemblaient en âge, mais qui ne me ressemblaient pas ni en idée, ni en image, qui étaient drogués, qui étaient bizarres, qui étaient inquiétants, qui
Ces jeunes-là volent dans ton sac le soir. Et la première fois que je me suis présenté à eux, lorsqu'on m'a demandé « Toi, tu t'appelles comment ?» Il y en a un qui s'appelait Flac, l'autre qui s'appelait Le Prince. Ben, je ne pouvais pas dire Guignol, je ne pouvais pas donner mon nom parce que s'il y avait eu la police, c'était trop simple après. Et j'ai dit Gaëls. Et personne ne m'a dit ça vient d'où, ça vient de quoi. Personne n'avait ton intelligence, toi, de demander au fait pourquoi Gaëls. Je m'appelais Gaëls, c'était un nom de rue, c'était un nom de guerre, et c'était un nom de gamin qui avait fui, qui s'était enfui de chez lui. J'ai trouvé dans ce livre un très joli passage justement où tu parles du curé d'Ars et où tu expliques « J'ai cherché la statue du curé d'Ars dans toutes les églises ne lui offrent pas asile. Il est souvent au fond du cœur dans l'ombre. Cette fois, il était à côté de Jeanne, l'épée du roi, le bouclier des pauvres, l'armure et les guenilles. Je me suis assis un instant devant lui, des messages étaient coincés sous la pierre, des prières comme celles que je semais à Lyon pour laisser des traces. J'ai ouvert mon carnet, j'y ai soigneusement découpé une page quadrillée, j'ai regardé mon curé, son crâne chauve, sa couronne de cheveux blancs, son front de peine, ses mains jointes, son nobilité, sa maigreur aussi. Il était l'idée que je me faisais de la droiture. J'ai écrit « Donne-moi la force » avant de glisser mon papier avec d'autres dans une feuille du mur. Il t'arrivait souvent de glisser comme ça des bouts de papier dans les murs? Oui, le monde entier était mon mur d'élémentation. En fait. C'est-à-dire que je faisais des choses très bizarres. J'écrivais des petits mots sur des morceaux de papier que je récupérais, que j'essayais de récupérer 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après. Mais souvent, il y avait eu des travaux et je ne retrouvais pas. Mais j'ai un souvenir, par exemple, j'avais eu une très mauvaise note en classe et je ne l'avais pas dit, non seulement ça, mais j'avais joué avec la note, il n'y avait pas encore les codes directs. Les parents n'avaient pas encore nos notes sur Internet. Donc, vous savez ça par la poste, avec d'enlever la lettre, de l'ouvrir, je ne sais pas trop de l'ouvrir, de changer le 0 en 10, etc. Et je savais qu'un jour je serais pris, évidemment, et donc je mettais un petit mot comme ça, en disant quand la prise s'en apercevoir, je glissais dans une faille d'un mur, après j'étais découvert, j'étais battu, etc. Et je revenais quelques mois après, je revenais le petit mot, je me disais, ben voilà, c'est pas plus grave que ça. Ça, c'est une chose qui me. Je pense pas que ça soit très équilibré comme attitude, mais en tout cas, je mettais des petites choses comme ça qui marquaient des choses violentes qui pouvaient m'arriver, ou les espoirs que je gardais. J'avais un lit en pain blanc, comme ça, je glissais sous mon lit, et j'écrivais pareil des choses. Une fois, j'avais cassé la petite montre qu'on m'avait offerte pour mon anniversaire. Et pareil, quand va-t-il, est-ce que l'autre va s'en apercevoir? Il s'en est aperçu, et quand j'avais été battu, je barrais comme ça. Quand j'avais sous mon lit, j'avais toutes les choses barrées au fur et à mesure, puis tous les drames à venir qui eux n'étaient pas encore barrés. Et quand j'ai écrit mon premier roman, ça s'appelle Le Petit Bonzi, et dans Le Petit Bonzi, figurez-vous, il est sorti en 2005. Et quelques mois avant que le roman ne sorte, ma mère, enfin, tant d'années après, vire tout, mon armoire, etc., et mon lit. Et ma mère m'appelle en me disant, sous ton lit, tu avais écrit plein de choses. Et ben, je me dis, mon Dieu, c'est comme si je venais de me faire choper toutes ces années après. Et ma mère trouvait ça terrifiant qu'un enfant se cache sous son lit pour écrire tout ça. Ce qui était vrai, c'était terrifiant. Et quand Le Petit Bonzi sort, ce roman-là, le petit Jacques, donc c'est pas moi, c'est Jacques. Et donc ma mère ne comprend pas ce que c'est un roman. Le petit Jacques explique qu'il va sous son lit et qu'il écrit plein de choses comme ça, exactement ce que j'avais écrit moi. Et ma mère me dit, mais où vas-tu chercher tout ça? J'ai trouvé que ce déni était assez formidable. Cette terreur qui faisait régner ton père, notamment et peut-être même surtout sur ta mère, tu l'as décrit à plusieurs reprises d'une façon assez extraordinaire. Tu racontes qu'au moment de sa mort, je veux dire, ta mère faisait changer les clés, La serrure, oui, parce qu'elle avait peur. Mais maman, il est mort, papa. Tu sais, ton père, on ne sait jamais. Et je trouve que c'est quand même la phrase extraordinaire. Nous sommes devant le cercueil de mon père. Il y a mon frère, ma mère et moi. Nous sommes 3. Les croque-morts, ils sont 5. Déjà, c'est bizarre. Et derrière, il y a une salle avec 300 chaises vides. Avant nous, il y avait un vrai
une vraie cérémonie avec plein de monde, après nous, une vraie cérémonie, d'un coup, il n'y a que nous, avec ces groupements qui se disent, mais qui fait cet homme quand même? Et nous sommes assis sans un mot, et il y a un groupement à un moment donné, je ne sais pas le groupement, je ne sais pas si c'est votre nom, mais bon, bref, un des messieurs de l'office qui se lève et qui dit, tout le monde est très gêné, un grand silence, et qui dit un geste peut-être pour le défunt, et ma mère qui dit avec son accent de Lyon, qu'est-ce qu'il dit? On dit, maman, viens, lève-toi. Et pourquoi je me lève-toi, s'il te plaît? Je la lève doucement, je pose sa main sur le cercueil de mon père, qu'est-ce que tu fais? Et je pose ma main sur la sienne. Et là, dans le silence, ça me fait rire maintenant parce que ça y est, ça fait longtemps. Elle regarde devant moi et elle dit, vous êtes sûr que c'est lui, il paraît plus petit. Et je trouve que c'est des choses qui sont juste tellement immenses, et tellement terribles, et tellement. C'est à pleurer. Donc des fois, lorsqu'on dit, mais tu n'en as jamais voulu à ta mère, je dis, mais non, comment voulez-vous? Je ne peux pas m'en vouloir. Juste une grande petite anecdote, c'est. Oui, je peux, une petite anecdote? Tu peux? Oui, tu peux. Donc, jusqu'à très longtemps, j'ai cru que mon père était totalement fou. Il est mort à l'hôpital psychiatrique pour des Lyonnais. Il est mort au Vinatier, qui est le grand hôpital de Lyon. Et j'ai toujours cru que mon père était totalement fou, mais qu'il était le seul fou. Et que ma mère vivait ça, avait peur de ça, subissait ça. Et mon père meurt, donc il est mort en 2014, et mon père meurt, et ma mère, pour des raisons qui sont propres, je ne sais pas pourquoi, retourne à Marseille une fois où elle avait ses habitudes avec mon père dans un petit hôtel 2 étoiles. Et donc mon père est mort, ça y est, c'est fini. Et ma mère me dit, écoute, c'était très bien. Puis alors, tu sais, je marchais sur la camière, me dit-elle, et j'entends Gabriel. Je me retourne, c'était Bernard. Je dis, c'est Bernard. Tapie. Tu connais Bernard Tapie, maman? Ah, c'est mon copain, oui. Et tu l'as rencontré où? Avec ton papa, c'est mon copain qui vit dans notre hôtel 2 étoiles. À Marseille, et brusquement, je me liquéfie. Je me suis aperçu qu'elle aussi, c'était une folie à deux. Et tout d'un coup, moi je pensais que ma mère avait suivi mon père toute sa vie. Et je me retrouve en face d'une petite femme qui est la meilleure amie d'un papy et qui la pose sur la camière. Et là, vous savez ce que vous faites? Dans ce cas-là, vous rapprochez, vous pleurez. Parce que vous pouvez ni hurler, ni lui en vouloir. Juste, vous êtes. C'est terrifiant à vivre. C'est la force de ce livre aussi, parce que c'est à pleurer, c'est à rire, parce que ce père, il se faisait passer un peu comme pour tout, un résistant, collabo, il s'est donné mille. Et c'était vrai le pire. Oui. C'est qu'après, lorsque j'ai mis la main sur son dossier militaire, etc., il avait fait 1000 choses, il suffisait qu'il me raconte ça. Pourquoi il m'a raconté en plus qu'il avait été lutté contre les bolcheviks en Russie, dans les RVSS? Tout ça était absolument faux. Ce qu'il avait vu déjà porter 5 uniformes en 4 ans pour un jeune Français, c'est pas mal. Déserté de la résistance française, déserté d'un maquillé FPP dans le Nord, en juillet 1944, pour essayer de rejoindre les armées allemandes dans des routes en Belgique, je trouve qu'il faut une connaissance assez importante de la géopolitique. Et en plus, il faut un peu être, je ne sais pas, il faut avoir envie de mourir. Je n'ai jamais compris. Et à la fin de sa vie, bon, il est question de l'interner. Un médecin lui envoie une petite lettre en disant, mais comment pouvais-je faire interner le bras droit du général de Gaulle qui avait eu pour tâche d'infiltrer l'armée SS? Absolument. Ce médecin m'a bouleversé parce que, en fait, mon père, il a fait une chose que font. Alors, maintenant, ça y est, j'ai un peu travaillé, disons, je me suis intéressé aux pervers narcissiques, etc. Mais il a fait une chose qui est assez courante, c'est qu'il a coupé ma mère, et il m'a coupé, il nous a coupé de plein de gens, d'abord de la famille, puis des amis, etc., pour qu'il n'ait plus que son tout petit public qui était sa famille. Et ce médecin faisait partie de son public, moi je l'ignorais totalement. Par exemple, mon père avait acheté un Vidal, le dictionnaire médical, et quand le médecin venait, il disait bonjour, cher confrère. Et l'autre s'est jamais posé la question est-ce qu'il est vraiment médecin ou pas. Et quand j'ai compris que ma mère était en danger, parce que mon père était de plus en plus violent, de plus en plus dur, il avait une arme, et ma mère a dit qu'elle avait peur que mon père la tue. Et quand je l'ai appelé pour lui dire écoutez, docteur, voilà, je pense qu'il faut faire quelque chose pour mon père, nous sommes quelques mois avant
sa mort, et il commence, ce médecin, un vieux médecin lyonnais, qui commence à dire oui, mais on connaît ces jeunes qui regardent l'héritage. Pourquoi on ne peut pas le dire. Et effectivement, il ne fait rien. Mon père casse tout à la maison, il est interné de force, il meurt. Et je fais la petite lettre au médecin en disant bravo docteur, super. Et là, j'ai cette réponse que je mets dans le livre, effectivement. Comment pouvez-vous imaginer que je fasse interner un homme à qui le général de Gaulle a demandé d'infiltrer la SS? Et là, bravo papa. Bravo papa, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'imagine mon père qui racontait ça au docteur, et l'autre avec ses petits trucs qui regardait l'attention, qui hochait la tête. Et c'est pour ça que quand mon père est présenté au psychiatre à Lyon, au moment de son internement, et que les psychiatres ont dit à ma mère, mais est-ce qu'il est malade depuis longtemps? Et elle dit, écoutez, non, il a eu une grippe il y a peu de temps, les médecins sont absolument hallucinés de voir cet homme qui, manifestement, n'a pas toute sa raison, il a eu une grippe il n'y a pas très longtemps, etc. Et on sort de là, on traverse le parc du Vinatier, ma mère, à la base, me dit, c'est un spectacle de fou, ouais. Et elle dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous étiez malheureux quand vous étiez enfant? Ouais. Et mon père meurt, j'ai un débat à Lyon, alors c'est pour sauver un peu quand même, j'ai un débat à Lyon dans une librairie, et je vois deux petits bonhommes qui ne ressemblent pas aux lecteurs actuels. Je ne dis pas qu'il y a un costume de lecteur actuel, mais en tout cas pas aux lecteurs habituels. Et c'était deux messieurs un peu sombres, et en fait c'était les deux médecins qui avaient suivi mon père jusqu'à sa mort. Il y en a un qui vient me voir, qui sait l'autre qui a été son dernier mot. Et je trouve que c'est une sortie de scène qui est absolument somptueuse. Donc mon père est sur le lit, sanglé, il ouvre les yeux, il dormait depuis un moment, il ouvre les yeux, il regarde à droite, à gauche, il mesure, il prononce à voix intelligible, De Gaulle n'est pas là, quel con. Et comme sortie de scène, et c'est immense. Heureusement, je ne le savais pas quand j'ai écrit le roman, parce que je l'aurais mis et c'était trop. C'était pas acceptable cette phrase. Je vais faire ça raison. Mais cette phrase est juste. Et après, je me suis dit, donc il croyait tout ça. Donc il croyait tout ça. Même pas qu'il cherchait à nous faire croire, c'est qu'il le vivait. De Gaulle n'est pas là, quel con, au final, rideau terminé, il meurt. Et ça, je trouve, et c'est extrêmement triste. Parce que cet homme allait vivre dans une solitude qui est bouleversante. Alors la face plus sombre, c'est que lorsque tu dis que le livre aurait pu s'appeler L'Enragé, tu fais donc allusion à ce roman qui raconte l'histoire d'enfants qui sont internés dans une colonie pénitentiaire pour mineurs et qui vont s'enfuir, provoquant ainsi une véritable chasse aux enfants pour les récupérer. Oui. Et tu as toujours eu le sentiment que ton père, en réalité, c'est ce qu'il aurait voulu pour toi. Mais alors, non, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que l'âge de 9 ans jusqu'à 12-13 ans, il me menaçait, non pas de me mettre à Belle-Île-en-Mer dans la colonie pénitentiaire, mais disait-il, dans une maison de correction pour les anciens, maison de correction, maison de redressement, c'est un mot qu'on entendait assez souvent, qui était sur une île en Bretagne. Donc je pense qu'il parlait de ça sans qu'il la nomme. Et j'ai toujours cru qu'il mentait. C'était un de ses mensonges supplémentaires. Et j'ai fait cette libération en 1977, et j'apprends que la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, qui s'appelle désormais Centre d'éducation surveillée, ferme ses portes. Et je cherche un peu, et là j'ai un frisson, je vois que oui, ce dont parlait mon père a existé, que les enfants de 77, même si évidemment il y avait eu des lois de 45, etc., mais en tout cas, les enfants de 77 étaient dans les cellules des gamins de 1880, que c'était les mêmes cellules qui avaient dû passer les communards, etc. Et tout d'un coup, je cherche un moyen, puisqu'il voulait me mettre là-bas, mon père, puisqu'il menaçait de mettre là-bas, j'ai cherché un moyen de raconter l'histoire de cette colonie pénitentiaire. Pas en tant qu'historien, que je ne suis pas, pas en tant que journaliste, parce que ce n'était pas mon propos, je ne vais pas faire en 77, d'abord Libération, je ne vais pas énormément de place, je ne dois pas arriver devant un rédacteur en chef. Il est-ce que je peux faire l'histoire d'un centre pénitentiaire où personne, la fermeture, où personne ne savait qu'il était ouvert? La réponse est non. Et comment je vais faire? J'ai envie de faire un roman. Et là, j'ai cherché, j'ai travaillé sur 10 ans non pas Ouest de France, mais Ouest Éclair, les journaux de l'époque, pour trouver une histoire vraie. Parce que le journaliste qui est derrière moi, en tant qu'auteur, est toujours là, en train de dire, n'écris pas n'importe quoi,
Je veux la vérité sur plein de choses. Et j'apprends l'histoire de ces 55 gamins qui s'évadent, qui passent le mur, les pauvres bichons, qui sont repris tous sauf un. Et quand j'apprends que ces 55 gamins qui ont passé le mur ont été ramenés aux gendarmes contre 20 francs argent, un enfant ramené, des nuisibles, un enfant ramené 20 francs, deux enfants 40 francs, d'abord ça me bouleverse. Quand j'apprends qu'il en manque un qu'on n'a jamais retrouvé, dont le nom n'a même jamais été cité, je me dis, ben voilà, je vais être lui, magie de la fiction, magie du roman. Et quand j'apprends en plus qu'un grand poète français a assisté à tout ça et a écrit Voleur, voyou, chenapan, Jacques Prévert, et qui était sur l'île à ce moment-là, je me dis, si je fais pas un roman avec ça, il faut que je change de métier. Alors, lorsque tu quittes chez toi et que tu te retrouves dans la rue, c'est un soulagement d'abord. Je veux dire, tu as une phrase, je me bien que tu la développes, tu dis la rue ne m'a pas bouffé tout de suite, elle a d'abord joué avec moi. Ça veut dire quoi, ça, jouer avec moi? La rue, d'abord, la rue m'a fait. D'abord, je ne pensais pas que je serais dans la rue, je pensais que je serais Jack Kerouac. Ah oui, voilà. raté, Merci. Le Katmandou, finalement. Non, ni Katmandou, ni Pizza, ni rien, ni Jack Kerouac, ni rien. Et je pensais être au tard, c'est une sorte de rêve, être libre, jeune et libre, et me retrouver zonard, c'est-à-dire être dans les caves, dans les paliers d'immeubles, dans les étages supérieurs, inférieurs, dans les maisons en construction. Et la rue a joué avec moi dans le sens où j'ai cru que je m'en sortirais, et à chaque fois elle m'a repris, c'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais donné le temps de respirer. Et la rue, cette expérience de la rue, j'avais 17 ans. Hein. L'expérience de la rue, je pense que pour moi, elle est à vie. Elle est à la vie toujours. C'est-à-dire qu'elle m'a marqué durablement. D'abord, elle m'a donné un sentiment d'insécurité qui est terrible, que j'ai encore, c'est étrange. Alors non, je ne consulte pas, je le dis. Des fois, il y a des lacaniens ou des freudiens qui donnent leur carte à la fin en disant apparemment vous fonctionnez à peu près, mais si un jour vous sentez voilà, je suis là. Donc, je n'ai jamais consulté, mais je sais que la rue me hante, que la rue m'a hanté longtemps. D'abord parce qu'on y connaît vraiment la faim, vraiment. On y connaît le froid, on y connaît l'extrême solitude, mais qui est quelque chose qui ne pensait pas exister, que je ne pensais pas exister. On y connaît quelque chose aussi qui est terrible, c'est le manque de fraternité. Moi, je pensais qu'il y avait une fraternité, il y en a deux d'êtres humains, mais je ne l'ai pas croisé. Je pensais qu'il y avait une fraternité de la rue, et en fait, le copain ou la copine de jour te vole ton sac la nuit. Tu es absolument seul. Et l'autre chose que j'ai découvert dans la rue, et qui me hante toujours, vraiment, c'est la transparence. Véritablement, tu n'existes plus. La rue, elle te prend, donc c'était la rue à Paris, hein. Peut-être qu'ailleurs c'est autrement. Mais la rue à Paris dans les années 70, enfin début 70, 69-70. Tu t'assieds devant un mur de briques, tu deviens un mur de briques. On t'enjambe. Tu perds ton humanité, tu perds ta vie, tu perds ton regard, tu perds absolument tout, tu n'existes physiquement plus, c'est ça le pire pour moi. C'est-à-dire que brusquement, j'avais quitté la communauté des humains. Et c'est quelque chose qui m'a absolument terrifié. Entre nous, quand quelqu'un nous regardait, quand il n'y avait pas d'argent, pas un sourire, un regard. Quand quelqu'un qui était dans la rue, qui passait, nous regardait, un homme ou une femme normale, on appelait ça un soleil. Un regard, c'était un soleil. Et on disait aujourd'hui, j'ai eu 2 soleils, ou 3 soleils. Et c'était bouleversant parce que rien que ça, c'était comme un don du ciel. Et ça, je ne pensais pas que je vivrais ça, mais je savais que vivant ça, je suis parti de chez moi, j'étais un gamin de 17 ans, avec la peau diaphane d'un homme qui a été battu, qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été protégé, où personne ne s'est jamais intéressé à essayer de chasser les monstres qui étaient sous moi enfant. Et je me suis retrouvé tout d'un coup avec un cuir, puis avec une armure, et la rue m'a donné le cuir et l'armure. J'ai perdu mon enfance, j'ai perdu mon adolescence, j'ai perdu
une bonne partie de mes espoirs dans la rue. Et j'ai compris que la vie, ça serait ça. La vie, ça serait comme ça, d'autant que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie, chose que j'ai rencontrée après, mais là, pour la première fois, des vrais patrons voyous. C'est-à-dire des gens qui t'employaient, qui ne te payaient pas. C'est-à-dire que l'injustice, elle était immédiatement là, perceptible. Par exemple, une fois, il y avait un patron comme ça, je me souviens toujours, parce que quand on est dans la rue, on se souvient quand on distribue des tracts pour des doubles vitrages. C'est quelque chose, on n'a pas de toit, puis d'un coup vous avez des tracts pour le double vitrage. Et le patron nous avait emmenés à Étampes, qui est relativement loin de Paris, en camionnette. Et nous avions, avec des amis, puis quelques travailleurs immigrés, comme on dit, on n'était pas les sans-papiers, on n'était pas les arabes, on était des travailleurs immigrés. C'est un joli mot. On a de 6h du matin jusqu'à 22h le soir, on a rempli sans cesse les boîtes aux lettres, en faisant très attention, c'était l'ordre, de laisser dépasser le papier pour qu'on voit qu'on est vraiment mis dans la boîte aux lettres, qu'on ne l'avait pas acheté. On avait ça de façon extrêmement consciencieuse, et le monsieur avec sa camionnette, il n'est jamais venu nous rechercher. Jamais. Et ça, quand tu as 17 ans, et que tout d'un coup tu t'aperçois que le patron s'appelle ça, le travail s'appelle ça, qu'il y a quelque chose qui monte en toi, qui est une violence extrême, il fallait que cette violence un jour elle ressorte. Et lorsque tu te promènes aujourd'hui à Paris et que tu rencontres des gens qui sont dans la rue, j'ai toujours des pieds sur moi, toujours, et surtout je ne laisse jamais les yeux, jamais. C'est-à-dire que c'est une chose, la moindre des choses que je dois à mon enfance, à ma jeunesse, à l'espoir que j'avais, c'est de toujours regarder en face la rue, quelle qu'elle soit, même si elle a changé. C'est-à-dire que c'était une rue, le mur de l'Est n'était pas tombé encore, il y avait très peu d'étrangers, à part un peu des Marocains, etc. Mais c'était notre jeunesse perdue à l'époque, et cette jeunesse perdue-là, ces regards-là, c'est ce mépris-là que j'ai vécu moi, je ne veux certainement pas l'avoir. Et donc au moins, la moindre des choses, c'est d'avoir une pièce si c'est possible, et surtout regarder, surtout de ne pas baisser les yeux lorsqu'on me regarde. Que la personne qui me regarde et qui est assise, et ben moi je suis à sa hauteur, même si je suis debout, je pense, autrement je fais insulte aux jeunes que j'ai été, et je fais insulte au cauchemar que je fais encore. Alors cette force que tu demandais tout à l'heure à ton curé pour arriver à tenir le coup dans cette situation, ce sont des franches compagnons de groupe qui vont t'apporter, enfin justement, c'était pas prévu au départ. Non. Alors tu décris une scène qui est très belle dans le livre, où tu parles de cette manif tout d'un coup dans le quartier latin, où on voit les policiers jaillir d'un carrefour, et puis des jeunes qui me courent et qui crient « Libérez Jesmar ». Et tu dis ces noms ne sont pas inconnus parce que Jesmar, Cohn-Bendit, ça faisait partie du bestiaire de ton père, c'est-à-dire que, voilà, Jesmar, c'était en France, Cohn-Bendit, c'était ce Bosch. Ouais. Voilà. Donc tu vois plus ou moins de quoi il est question. Alors je ne sais pas exactement, mais mon père aurait enfin, je veux dire, c'était des noms qu'il vomissait. Et comme ce sont des noms qu'il vomissait, c'est des noms que je vais apprendre à aimer. Alors je vous rassure, je ne suis pas que le produit de ce que mon père n'était pas. Autrement, vous imaginez, mon père aurait été un bon vieux radical socialiste lyonnais de Rassemblement National? Non, bien sûr que non. Mais je n'ai pas œuvré contre lui. Mais il se trouve que tout ce qui était de l'ordre du mépris, tout ce qui était de l'ordre, je l'étais déjà dit ici, mais mon père, lorsqu'il me frappait, il hurlait en allemand. Et l'une des chansons qu'il passait, c'était le Horst Wessel, qui est un chant nazi à la maison. Je viens de là, je viens de cette personne-là qui me fusille Jean-Paul Sartre, qui déteste Cohn-Bendit, le Bosch, Jesmar, le juif, etc. Et moi, je suis élevé dans cette violence-là. Je crois qu'il faut juste un point. Lorsque je dis que j'avais un père raciste, antisémite, ce sont des mots qui, je ne sais pas, ils sont même pas prêts à perdre un peu leur sens quand je parlais là au milieu de l'alimentation. Mais c'est marrant parce qu'il y a un truc que j'ai raté à un moment donné dans ma vie, que je n'ai pas compris. Mais quand je dis que mon père était raciste, c'est le vrai racisme français donc nous sommes presque sur la paix, nous sommes en 63, donc la guerre d'Algérie
nous étions à Lyon, et mon père rentre de la rue le soir avec une gabardine blanche, et c'est une sorte de gabardine un peu bizarre, bref, pleine de sang. Et moi je suis effrayé, ma mère est effrayée aussi, et ma mère dit, qu'est-ce qui Jean, son prénom, l'autre s'appelait Jean. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Il n'y avait rien, j'ai un arabe, amico, je le dis en français. Un arabe m'a regardé de travers, je l'ai dérouillé. C'est une violence folle. Et ma mère répond à ça, bah oui, mais du sang sur la gabardine, comment je vais la revoir, moi? Et c'est ça que je fuis. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as un homme qui frappe un autre parce qu'il est arabe, et tu as une mère, le seul problème, c'est comment je vais avoir du sang sur une gabardine. Il faut se sauver. Donc, je vais fatalement, forcément, aller plutôt du côté de gens qui ne lui ressemblent pas. Et je suis tombé sur des gens qui, effectivement, ne lui ressemblaient pas. Voilà. Et alors là, bon, il faut bien prononcer le mot, parce que qui sont déconcertés aujourd'hui, l'Emmaüs contexte, puisque ce sont ces jeunes que l'on voit courir devant toi. C'est des gens méchants qui l'avaient. C'est pas nous qui. On ne s'appelait pas comme ça. Mais il y avait, donc l'Emmaüs, on connaît, on a entendu parler, la Chine, etc. Mais il y avait des religieux dont nous ne n'étions pas, il y avait des dogmatiques dont nous n'étions pas, il y avait des gens qui disaient piquer information, par exemple, et qui, si une ouvrière du Yunnan, dans sa petite usine, dans le secret, avait fait 4 pièces en plus que ce qu'on lui demandait, il y a des gens à Paris qui pouvaient fêter ça. Nous s'en foutons. Nous, c'était pas le problème du tout. Nous, le problème, c'était simple. Mao, d'abord, c'est un mot qui faisait peur, c'est un mot qui faisait peur. Je suis pas maladie, donc le rouge et les bêtes à cordes, ça fait toujours très très peur. Et nous étions le plus à gauche possible de l'échiquier, en fait. C'était un mouvement absolument anti-autoritaire, ça m'allait, je venais de l'autorité suprême, ça m'allait. C'était un mouvement ouvert, c'est un mouvement intelligent, c'était un mouvement qui nous expliquait des choses que je ne savais pas. D'abord, je suis tombé, alors je sais, j'ai appris, bien sûr, je savais déjà, qu'il y avait plein de gens qui étaient peu recommandables parce qu'ils étaient extrêmement dogmatiques, c'était chiant, etc. Mais moi, je suis tombé sur des groupes plutôt sympathiques. Donc, il y en a qui nous appelaient les Emmaüs contexte, c'est pas grave, c'est contexte, c'est spontaniste, comme ça. Et d'autres qui nous appelaient, mon petit groupe, les Mitaro débiles. Alors, militaire, ça ne me dérangeait pas, débile un petit peu quand même. Mais c'était plutôt gentil à côté. Oui, c'est pas grave. Mais militaire débile, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, notamment un mouvement qui s'appelle le mouvement de la jeunesse. La Chine n'était pas intéressante, c'est pas ça qui m'intéressait. Nous, ce qui m'intéressait, l'idée, c'était partout où il y a l'oppression, il faut qu'il y ait résistance. Et cette résistance, il faut qu'on l'incarne d'une façon ou d'une autre. Ça me va toujours. C'est-à-dire que pour moi, c'était absolument, totalement un mouvement autoritaire français qui était très à gauche sur l'échiquier politique. Et brusquement, dans ce groupe-là, j'ai eu la chance. Parce que je sais qu'il y a d'autres groupes dans d'autres villes ou dans d'autres facultés qui n'étaient pas du tout comme ça. Mais moi, je tombe sur des copains. On ne s'est jamais appelé camarades, copains. On était. Et dans ces copains, il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont compris peut-être, comme une sorte d'oiseau tombé du nid. C'est-à-dire que la première fois qu'ils se sont intéressés à moi, j'étais dans la rue, j'avais un sac d'habits humides, ils ont compris que j'étais un gamin de la rue, en fait, et ils m'ont entouré, et ils sont venus, et puis petit à petit, ben, j'ai eu un toit, petit à petit, j'ai eu des amis, petit à petit, j'ai appris des choses. Il y a des gens qui m'ont instruit de théâtre, qui m'ont instruit de littérature, qui m'ont instruit de musique. Je suis pour la première fois, je suis rentré dans un musée avec eux. Pour la première fois, je me suis retrouvé, c'est quand même impensable, je me suis retrouvé à pleurer devant une toile de maître. Je ne pensais pas que c'était possible de pleurer devant la beauté. C'est des choses que je n'avais jamais touchées du doigt, jamais. Je suis tombé sur des gens qui professaient l'anti-psychiatrie. Et donc, je suis allé avec eux, alors ça s'appelle la limite de la mort, qui est un manque de difficulté, où ils expliquaient, alors c'est un peu compliqué, mais qu'il n'y avait pas que la folie
Je sentais que c'était des choses qu'il fallait que je rattrape. Je viens d'un endroit, j'avais pas de baccalauréat, j'avais pas fini mes études. Je viens d'un endroit où j'ai un terrain culte, un père fou, une mère folle. Et brusquement, je me trouve devant des jeunes qui s'engueulent en philo, qui s'engueulent en tout ça. Et je sens que je ne connais rien. Et je sens qu'il va falloir que je les, non pas que je les rattrape, ça va être très difficile, mais au moins que je sache de quoi ils parlent. Et en fait, je rentre en culture. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui, alors il y aura la violence, peut-être que l'on en reparlera, mais ce qui est avant toute chose, il y a un gamin d'élu, il y a un piou-piou, il y a un petit gavroche qui est par terre et que des copains vont aider à relever. Pas pour devenir un militant sans balance, mais juste parce que ça les fait chier d'avoir avec eux un gamin qui a souffert, même si je ne dis pas tout. C'est-à-dire, je n'ose pas dire que j'ai été dans la rue, j'ose pas dire que j'ai pris de la drogue, je détestais ça. C'est-à-dire que je suis encore sur mon pont à soi, et je sais que je viens de sortir de la rue. Je sais que je suis définitivement échappé de mon père, de ma mère, de cet enfermement-là. Je sais que, allant avec eux, j'allais vers la lumière, quelle qu'elle soit. Elle n'était pas forcément rouge, la lumière. Mais j'allais vers une clarté que je ne soupçonnais pas. Godard, brusquement, tout c'est ça. Enfin, j'allais lire La nausée que je n'avais pas vue avant les mots, avant ça, tu le rencontres, tu le découvres. J'ai vu une femme dans ma vie, et tout d'un coup, tu dis, c'est le monsieur du livre. Et tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire, il y a deux choses qui me sont complètement hallucinantes quand j'arrive à Paris. Donc, Sartre, Libération. Et puis j'étais sur les grands boulevards et j'étais fou de Pink Floyd pour les plus anciens. Et les quatre musiciens étaient là, à Paris, sur un boulevard, et ils allaient dans un musée, tous ensemble. Et je me suis dit que Paris c'était ça. Paris c'était le lieu où on allait voir, où j'allais rencontrer tout ce qui existait dans les livres, dans les radios, dans les télévisions. Je me trompais évidemment, et c'était un premier abord qui était assez formidable. Et surtout, j'ai eu l'impression de rattraper des choses, c'est-à-dire d'apprendre ce que mes parents ne m'avaient pas. Ni j'avais été instruit, ni j'avais été nourri, et brusquement, je me trouve devant un tumulte de connaissances. Et ça me plaît. Ce qui est saisissant aussi, c'est ce que tu ressens dans la différence qui existe entre eux et toi. À un moment donné, tu racontes qu'on t'invite dans une soirée, il y a un buffet avec plein de choses extraordinaires et tout, et tu regardes, et tu bois simplement de l'eau. D'abord, je ne pense pas que ça existe. C'est-à-dire, d'abord, je n'avais jamais vu de... Il y avait des appartements bourgeois, quand même chez les copains extrêmos, ça existait, bien sûr, et je me retrouve dans une salle de fête, je pense que ça s'appelle une fête. Je suis invité comme ça, et puis je me souviens, c'est incroyable, 2 semaines après, de plats de viande rouge, cornichons, viande rouge, il y avait tellement de choses. Il y avait à boire, il y avait des bouteilles dans des seaux, dans la baignoire. Et d'abord j'étais extrêmement impressionné par le monde qu'il y avait, par la victuaille, par ce qu'il y avait à boire. Et je faisais des allers-retours avec mon verre d'eau, comme celui-ci. Je crois que c'était à Burex à l'époque, prendre de l'eau à la cuisine. Ouais, on doit pas être très loin. Prendre de l'eau à la cuisine et non, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et quand je suis sorti de là, il y a le copain qui m'avait emmené, qui dit mais pourquoi tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu? Et je lui dis parce que je n'ai pas d'argent. Tu croyais qu'il fallait payer? Bien sûr. Et là, tout d'un coup, par cette anecdote-là, tu te rends compte le creux immense qu'il y avait entre ce que j'étais, d'où je venais, et le monde que j'avais rencontré. Mon père m'avait dit, surtout ne mange jamais de couscous. Parce que les Arabes écrasent des lampes, des ampoules de lampes dans le couscous, dans la semoule, pour tuer les Français. J'ai bien entendu. Et évidemment, l'un des premiers repas avec les copains, c'était le couscous. J'en ai plein de tagines quand même. Pas au cas où, mais pour leur raconter cette histoire-là. Et je me souviens qu'ils m'ont regardé
d'accord. Celui-ci, il est très particulier, il vient de très très loin. Il pense qu'il faut payer dans les fêtes. Il ne mange pas de couscous pour ne pas être empoisonné par l'hiver, payé par les Arabes. Il va y avoir du boulot. Il y a eu du boulot, mais jamais. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Parce que ça a été tellement décrit, c'était tellement dégueulasse. Ça a été tellement écrasé par nos adversaires et nos ennemis, ces gens et cette époque, que moi, ils m'ont sauvé la vie. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ils m'ont sauvé, ils m'ont tiré de la rue, ils m'ont sauvé la vie littéralement, ils m'ont sauvé des griffes d'un tueur, ils m'ont sauvé de la rue. Plus tard, ensuite, libération de Soma de la violence. Et ça, je ne peux jamais, jamais au monde, quoi qu'on dise aujourd'hui, quels que soient les reproches que l'on puisse faire, je suis un gamin flétri, je suis une victime, et je deviens un petit homme en devenir, tout, non pas gonflé de certitude, mais aidé par des gens qui vont m'aider à marcher droit et à être droit. Ils m'ont donné une morale, ils m'ont donné une beauté, si je puis dire, ils m'ont donné une dignité, les copains. Et ça, je ne pouvais jamais l'oublier. En plus, il y en a un qui là. J'étais tombé cet été en disant. En faisant le gauche d'Emmanuel Carrère cet été, j'étais tombé sur une phrase qui va sûrement t'énerver, puisqu'il disait comment aurais-je tourné, moi, si j'avais eu ces 3 ou 4 ans de plus qui changeaient tout. Il veut dire si j'avais été en 68, si j'avais eu 20 ans, 18, 20 ans. Aurais-je été maoïste? Je ne crois pas. J'espère que non. Aurais-je pris la route des Indes? J'aimerais mieux. Oui, mais voilà. Mais j'étais moins bien né quand même. Oui, effectivement, puisque lui, il était à ce moment-là en 6e, attention, ça y est, pas. Effectivement, pas la même. Voilà. Non, moi, quand même, par rapport à lui, la chance que j'ai eue, c'est que mon lycée à Lyon s'appelait le lycée des Minimes, et il est devenu le lycée Jean Moulin. Et comme mon père, je disais à tout le monde, parce que mon père était le bras droit de Jean Moulin, c'est très bien passé. Moi, finalement, ton frère, il ne pas qu'il est faux. Non, c'est pas ça, c'est oui. Alors, en dehors de tout ce dont nous venons de parler, cette époque, elle est aussi marquée par une violence qui est forte, qui est générale. Qui est générale. C'est-à-dire que quand je mets en exergue là, M. Raymond Marcelin, qui est notre ministre de l'Intérieur de l'époque, qui, à force de manifestations, et si ça continue, je demande à mes hommes de tirer dans le tas, même un retailleur aujourd'hui, à mes hommes de tirer dans le tas, c'est juste impensable. C'est-à-dire que la violence, c'était très très paradoxal, et c'était comme ça. La violence était un autre moyen de la politique. À l'extrême droite, il y avait Gérard Longuet, il faut donner le nom, Patrick de Région, je suis désolé. Alain Madelin, et bon connu, de Région, moi je crois, j'ai pas mon souvenir, mais la violence était extrême et était partout. C'était un moyen, mais c'était une violence politique, une violence dirigée. C'est-à-dire que quand des groupes à Lyon allaient, c'est joli, en français, quand des groupes allaient attaquer un meeting d'ordre nouveau, donc les parents du Front National, du Rassemblement, etc., attaquer ce meeting avec des casques, des barres de verre, etc., il n'y avait pas une vitrine qui était brisée. Pas une. C'était pas le problème, c'était pas le but. Il n'y avait pas un abribus, c'est-à-dire que tu ne touchais pas à l'abribus où les gens, où le peuple se protégeait de la pluie. C'était une violence qui était absolument, évidemment politique. Et le problème, c'est que, et ça m'allait comme ça, moi j'ai toujours eu l'impression, pendant toutes ces années, j'ai jamais eu l'impression d'être violent, mais c'est violent de la rendre. J'ai toujours eu l'impression de rendre la violence qui m'était faite. De me venger encore une fois de mon père, de me venger de l'autre, vous avez laissé de dire avec les tracts à étampes loin de Paris, et surtout de venger tous ceux qui étaient trop arabes, qui étaient trop juifs, qui étaient trop pauvres,
tous ces gens-là, vous voulez qu'ils lèvent les yeux, qu'ils lèvent la tête, qu'ils soient fiers, qu'ils soient comme nous, qu'ils soient avec nous. Le bonheur pour un militant, ça paraît complètement, parce que le temps a passé, le bonheur d'aller distribuer des tracts à 5 h du matin dans une usine, des tracts écrits en turc, en arabe, en bambara, et que les ouvriers cachaient ces tracts sous leur truc de crainte d'avoir un problème avec la maîtrise, et de fierté de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls face à ces gens-là. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Et ça, je ne regrette rien du tout. Alors, bien sûr, il y a eu plein de choses qui n'auraient pas fallu, des dérives, etc. Mais au fond, et d'abord, ce qui est extrêmement important, nous n'étions pas des tueurs. Nous n'étions pas des tueurs. Quand Pierre Auvernet, jeune militant Mao, tué par M. Tramoni en 72 à la porte de l'usine Renault, quand Pierre Auvernet est tué, qu'est-ce qu'on crie tous? On crie, on vengera Pierrot, ça veut dire quoi contre Pierrot? On va tuer un type de la région, on va tuer un flic, 2, 3, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas des tueurs, on n'a jamais été des tueurs, jamais. On n'a jamais eu à expier nos pères fascistes ou nos pères nazis, italiens, allemands, jamais. Bien que notre France à nous, d'où on venait, eh ben, c'était la fiche rouge, c'était Moulins, c'était ça. Et brusquement, le problème, c'est qu'on était entré dans moi, ce qui me, dans la violence, ce qui me bouleversait tout le temps, c'est qu'au cœur de l'action, au cœur de la violence, quand Ordre Nouveau ou tenait un meeting à la mutualité au palais des sports, etc. Au cœur de vous avez des milliers de jeunes qui sont en train de s'affronter, des milliers, ce qui ne se voit pas toujours, c'est pas les Black Blocs, des milliers de jeunes armés qui s'affrontent avec la police, avec Ordre Nouveau, etc., etc. Et ce qui est bouleversant, c'est que quand vous êtes au cœur de quelque chose qui ressemble à une guerre, et qui n'est pas une guerre, parce que lorsqu'il y a la dissolution, eh bien, vous faites 9 rues, 10 rues comme ça, en zigzag, et au bout de 10 rues, vous tombez sur une petite dame qui est assise sur un banc et qui lit un livre. Vous tombez sur un couple d'amoureux qui s'aiment. Vous tombez sur un enfant qui mange pas de chocolat. C'était pas la guerre. C'était pas la guerre. C'était une autre. Cette guerre-là, elle était dans nos têtes, en fait. Nous vivions en paix, avec la peur que la guerre nous tombe dessus, il fallait y répondre parce qu'elle nous tombait dessus. Et cette prise de conscience des limites qu'il faut apporter à la violence, elle est particulièrement nette lorsqu'arrive un événement assez tragique. C'est au moment des Jeux Olympiques de Munich où un commando va séquestrer les athlètes israéliens Et les assassins. Et massacrer. Et tu racontes, tu décris une scène que je trouvais très forte dans le livre. Tu dis, lorsque je suis arrivé au local, Daniel et Yann venaient, je le savais. Je l'avais redouté tout le temps du trajet vers la fac. Un transistor était posé sur une table. Yann a monté le son pour couvrir la voix de Daniel. Putain, mais c'est une guerre, Yann. Un ennemi est un ennemi. Yann a explosé. Des lutteurs, des haltérophiles. C'est ça nos ennemis? Tu crois que les sionistes font le tri quand ils bombardent? J'ai failli repartir. Daniel était silencieux. Il faisait semblant de lire un journal. Daniel a continué, livide. Alors, ce sont des pages qui donnent presque le vertige parce que on se dit on est en septembre 1972 ou en novembre 2025. Absolument. Et je crois que c'est les choses les plus terribles. C'est ce que j'ai vécu de plus terrible dans ces moments-là. C'est que tous les copains avec qui on distribuait les tracts, avec qui on se battait, avec qui on militait, brusquement, il y en a qui ont cessé de nous reconnaître. C'est-à-dire que il y a des copains qui sont soumis que certains de nos chefs étaient juifs. Et alors, où est le problème? Et il y avait un problème. On ne l'a pas vu venir ce problème. On ne l'a pas senti, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas vu. Moi, je me souviens d'un chef, Mao, qui avait un nom double, bien français, et un jour, un copain marocain qui vient me dire, mais tu sais, c'est pas son vrai nom. Son vrai prénom, c'est Béni, et je dis, et donc il est juif. Et donc, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Et brusquement,
avec le bêta sioniste, les pires sionistes en violence, on avait le même ennemi commun. Et on tapait le même ennemi commun. Brusquement, tout ça se délite. Et jamais, pour nous, la Palestine, le Vietnam, c'était la même chose. Avant les messianistes juifs et à Wagner, c'était un problème de politique internationale, de colonialisme normal, classique. Et brusquement, je m'en trouve avec des amis qui deviennent, non pas des amis évidemment pas, mais des adversaires. On se comprend plus. On se comprend plus. Et ça, je crois que ça a été une des choses, après la mort de Pierrot, il y a eu ce moment où des vieux compagnons de bataille, de combat, etc., qui parlaient avec une langue que je ne comprenais pas. Et qui me disaient, je me souviens un qui a dit ça, et c'était comment lutter contre ça, il y a un sort. Si, aux Jeux Olympiques de 1936, quelqu'un avait tué 4 athlètes nazis, c'est un problème? Et je disais, tu penses que c'est la même chose? Ah, absolument. Et là, tu sais qu'aucune conversation ne sera plus possible, jamais sur rien. Et donc là, c'est la fin d'un mouvement. Alors quand même, les mouvances de l'extrême gauche à ce moment-là vont décider de renoncer, de refuser cette espèce de spirale violente qu'on va retrouver aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Bien sûr. Et en France plus tard. Plus tard aussi, mais pas dans cette proportion-là. Action directe, c'est pas mal. Oui, mais Ils ont tué. c'est vrai, c'est vrai. On a pas tué. C'est-à-dire que quand une partie clandestine des Mao ont enlevé un membre important de la régie Renault pour venger Pierrot Hermé, ils ont fait extrêmement attention qu'il ait à manger, à boire, qu'il ait ses pilules pour le cœur. C'est mignon, quoi. C'est-à-dire que c'était pas des. Jamais l'idée de tuer, jamais. En fait, ça ne me ressemblait pas. Moi, j'ai un souvenir qui est extrêmement fort, c'est excellent, parce qu'il y en a un qui en parle dans un livre, là, j'ai retrouvé ça. Et c'est un souvenir qui est totalement à l'inverse de la violence de l'époque. Il y a un cadre de la police qui a attaqué à un moment donné, près de la mutualité, dans une manifestation contre l'extrême droite. Et il y a des policiers qui brûlent dans le cadre. Et il y avait Olive, alors. C'était un membre du service d'ordre de la Ligue communiste, un trotskiste, qui vient de mourir avec un certain âge. Il y avait Olive, il y avait 2 de ses copains. Nous, les Mao, on était 3-4. On a sorti les policiers, on les a éteints. C'est-à-dire que tout d'un coup, les policiers ne comprenaient pas pourquoi. C'est pas nous qui avons jeté ça. Mais en tout cas, nous étions dans la manif. Pourquoi ceux qui les brûlent les éteignent après? C'est parce que brusquement, tu as devant toi la conséquence de ton acte et qui n'est pas possible. Et que tu n'as pas envie de voir des hommes en train de brûler dans un petit cadre de police secours. Ce n'est pas possible. Et donc on les a pris, on les a sortis, on les a alignés contre le mur, presque en s'excusant, puis on s'est sauvé avant que les collègues arrivent, parce que ça aurait été très rigolo. Mais en tout cas, c'était ça, nous. C'est-à-dire, on va venger un tel, puis quand il faut le venger, c'est pas nous, parce qu'on n'est pas des tueurs. Parce qu'on ne fait que se défendre. On a fait que se défendre tout le temps. Ça fait jusqu'au jour où on a été submergé par le monde. Et puis il va y avoir un nouveau déclic dans cette histoire, et ça va être la naissance d'un journal. Oui. Libération. Oui. Alors c'est intéressant parce que tu en parles d'une façon extrêmement chaleureuse et forte, et en même temps, on sent bien qu'au début, il y a un certain scepticisme. Je méfie, oui. Je méfie, papa. Je méfie, c'est-à-dire que moi j'ai un journal, c'est la cause du peuple avec la cause du marteau Mao. Ça, c'est mon journal. Apprendre qu'on va créer un autre journal. J'ai vaguement des gens qui me disent oui, ce serait bien de faire une sorte de François de gauche. Moi, je suis totalement terrorisé. Il ne faut pas que ça m'écoute. Hein. Il sait ce que j'en pense. Et puis,
Et puis justement, parce que des gens comme Serge Julie, ou d'autres gens, dont je sais d'où ils viennent, dont je sais qui ils sont, vont créer ce journal-là. Donc, pour moi, c'est possible. C'est-à-dire que parce que je sais qui ils sont, je sais d'où ils viennent, et parce que je sais comment ils pensent, je sais que ça va être possible. Ça aurait été n'importe qui aurait créé Libération, ce serait pas du contre. Mais là, ici, il se trouve que la légitimité du journal qui naît vient de la légitimité de ce qu'on vient de décider d'arrêter. Et aussi, parce que Libération n'est pas née au départ. Les gens des kiosques disent qu'on n'a pas ça chez nous, je fais ça à Pékin, quoi. C'était un bonheur absolu, parce qu'on est viré dans une conférence de presse, parce que deux personnes qui lisent Libération dans un métro se font un clin d'œil comme des partisans, avec un tract. C'est-à-dire que je sens, même si ça ne ressemble plus à ce que je vivais, je sens qu'il y a quelque chose dans ce journal, avec ce cri peuple, prend la parole et garde-la, je sens qu'il y a quelque chose qui va me plaire. Et aussi, alors ça c'est. Il faut qu'on s'en sorte. Moi, quand le mouvement se dissout, j'ai qu'une seule peur, c'est de retrouver la rue, de retrouver mon père, de perdre les copains. C'est extrêmement important, ça aussi. Et brusquement, les copains, d'autres copains, les proches de copains que je connais, ou en tout cas dont j'ai entendu parler et que j'admire, vont créer un journal. Et je sens instinctivement comme une petite bête dans une forêt en feu, je sens qu'il faut que j'aille vers le point d'eau qui est là. Et le point d'eau, c'est Libération. Et le point d'eau, tu vas le trouver en proposant tes talents comme dessinateur. Alors, ouais, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que je faisais des crevards, des petits machins. Mais j'ai fait un dessin, plusieurs, et puis un jour, les vrais dessinateurs sont arrivés, les vrais professionnels. Thierry Dalby et d'autres gens, parce que en fait, j'étais un peu escroc dans cette histoire. C'est-à-dire que Libération, il fallait pas avoir il fallait pas avoir fait 5 ans d'études, il fallait pas avoir une carte de presse, il fallait arriver dans les locaux. Puis une fois que tu es dans les locaux, je suis désolé de raconter ça, parce que c'est un monde qui n'existe plus. La tu t'asseyais sur une chaise, puis tu revenais le lendemain. Puis tu verrais, tu voyais s'il y avait quelque chose à faire ou pas, s'il pouvait être utile ou pas. En tout cas, pour moi, c'était fondamental. Il fallait que je sois avec ce groupe-là. Donc, comme je dessinais un petit peu, j'ai commencé à proposer des dessins qui paraissent, et puis les vrais dessinateurs sont les vrais, les grands. Et là, on a vu que ça n'allait pas. Quoi. Tu te souviens de ton premier dessin? Ben, je l'ai là. Je l'ai là encore. Je l'ai sur moi. Alors, c'est parce que je l'ai recherché, évidemment. Alors, c'est un dessin pour les sourds et malentendants. Sur le Chili. Donc, c'est après le coup d'État, donc il est paru le 20 septembre 1973. Pour que ce soit très très clair. On voit un monsieur avec une sorte de chapeau mou, avec une petite palette écrite CIA, tout le monde a compris, avec un panneau indicateur Chili, il en revient, okay, et avec une bulle en plus, si les gens n'avaient pas compris, encore une bonne chose de faite. Donc là, on est à tout est bien carré. Voilà. C'est pas génial, mais je rentre comme ça à Libération. Puis ensuite, j'en fais d'autres et d'autres jusqu'à ce que les vrais dessinateurs arrivent. Et donc, on propose d'être monteur en page. Et c'est une formidable femme qui s'appelle Marine Selle, qui était monteuse en page à ce moment-là, et qui dit ce que tu veux, parce que j'avais plus ma place comme dessinateur, je n'étais pas dessinateur. Et monteur en page, j'ai fait un petit peu, puis pareil, les vrais sont arrivés, parce que Libération commence à prendre de l'importance. Donc les professionnels arrivaient. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec Serge, mais il ne s'en souvient pas, parce qu'il a eu trop de monde, trop de gens, enfin pas trop, mais beaucoup. Et un jour, il me dit, écoute, je sais pas, il n'y a plus rien à faire, sauf si je veux rentrer à la rédaction, si vous voulez, mais je veux bien, s'il vous plaît. Et le premier papier. Il est sur la rédaction. Alors, le premier papier, absolument, le premier papier, c'est l'armée française et les Alpés qui ramassaient les pommes de terre dans le Nord après les inondations du Nord. Et c'était mon premier papier, j'ai été envoyé spécial de Libération. Nous étions 2 ou 3, je crois. Et donc, c'est mon premier papier. Et j'étais très fier. J'en avais rajouté un peu des tonnes sur les fronts, la boue, tout ça, parce qu'il fallait que ça soit un peu certain quand même, pour que ça ait du sens. Mais autrement, c'était mon tout premier
je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose. Et les troupes syriennes avaient repris la ville de Kounaïtra aux Israéliens, c'était un échange, qui n'ont pas repris par les armes. Ils ont repris la ville de Kounaïtra. J'ai appris qu'ils allaient reprendre la ville de Kounaïtra. Et je suis allé en Syrie, je suis monté à Kounaïtra. Et c'est un papier qui n'est jamais passé dans Libération. Mais en tout cas, c'est pour prouver au chef du service international de l'époque que je pouvais faire autre chose que des petits dessins. Et voilà. Et je me souviens, parce que je faisais déjà du challenge un petit peu, et ça se terminait par. Ça, c'est des choses qui marquent, parce que juste là, derrière les barbelés, il y avait un chien blanc, et c'était Israël, voilà, comme ça, juste comme ça. Et jamais passé, mais je suis revenu le lendemain, puis le lendemain, et à force, en fait. Les gens de Libération, c'était à force, tu restais là, sauf qu'ils trahissaient. Il y a eu pas mal de traîtres à Libération. Qui sont partis. Voilà. Tu es très honnête dans le livre, il y a un certain nombre de gens qui se sont retrouvés un peu sur le sable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de place de libération, mais ils n'ont pas non plus compris pourquoi tout d'un coup le mouvement auquel ils avaient un peu tout donné, les laisser un peu de côté. J'ai changé leur prénom. Jean-Marc est devenu Marc, Jean-Denis est devenu Denis, Jean-Yves est devenu Yves. Je suis pas allé chercher très loin. Il y en a un qui te dit putain, Kels, je ne vous avais rien demandé, moi, j'étais peinard à la chaîne. Pourquoi vous êtes venu me chercher? Pour me faire rêver? Les lendemains qui chantent le grand soir, Mao, tout ça. J'ai cru en toi, Kels. Je t'ai tellement espéré votre putain de monde meilleur. Et puis voilà. Et à la fin du livre, Jean-Marc, il a été élevé par une patronne de bistrot à Thiers. Il était un petit peu blouson noir avant de rencontrer les Mao, puis il est devenu un militant formidable. Et quand les Mao sont dissous, il est redevenu un petit peu plus blouson noir. Et un jour, dans une rixe à Thiers, dans un bistrot, il a fait ce qu'il faisait avant de nous rencontrer, avant de nous connaître. Il était ouvrier chez Renault, il a été tué par une patronne de bistrot d'un coup de fusil à pompe. Voilà. Et il y en a d'autres qui se sont pendus, il y en a d'autres qui sont morts à cause de la drogue. Et c'est extrêmement dur de tout d'un coup, de tout ce que tu as cru, tout ce que tu as espéré, tout ce pourquoi tu t'es battu, tout d'un coup tout s'effondre. Et tu sais que de l'autre côté, chez l'adversaire ou chez l'ennemi, ça ne s'effondre pas. Il reste dans la rue, il continue, il se groupe, il se regroupe, il s'organise, il frappe toujours. Et ça, pour moi, ça a toujours été très difficile et je suis toujours. Mais on a bien fait parce qu'il y a un mot aussi dont on n'a pas parlé qui a tout changé, c'est l'ITRE. L'ITRE a tout changé, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit que des ouvriers horlogers sans violence, sans militants, sans rien du tout, sans Marx, sans personne, il y a des chrétiens et un peu tous ces gens-là qui décident de continuer parce que leur usine de montre va fermer, décident de, non, elle ne fermera pas, de l'occuper, c'est comme ça, de continuer de produire leur montre, c'est comme ça, illégal. Et le produit, les ventes du produit de leur montre, ils vont se payer avec, c'est illégal, tant qu'ils vont continuer brusquement, ça montrait une voie qui est une voie lumineuse et qui était une voie démocratique. Donc libération d'un côté, de l'autre, et tu sens que dans les ténèbres dans lesquelles ils sont arrivés, il y a brusquement de la lumière. Et c'est vers là qu'il faut aller. Voilà. Je crois que c'est un joli mot pour peut-être pour clore cette réunion. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Deux, trois questions peut-être. Puis après, je dis tout de suite, là, il faudra aller sur la gauche si vous voulez faire dédicacer un livre par Serge Jalando. Mais peut-être que sur la gauche, j'adore. Est-ce qu'il y a des questions?
beaucoup, bonsoir. Merci pour cette présentation qui était magnifique. Je voulais savoir comment vous avez fait pour parler de soi, parce que justement dans vos articles précisément vous n'en parlez pas, et le passage où on raconte la vie d'un autre, mais que cet autre c'est soi, comment on fait pour ne pas se trahir sans trop en dire? Voilà. D'abord, mon propos, le plus difficile, c'est de ne pas être obscène. Pour moi, c'est le plus dur. Écrire le mot roman, ça permet de se protéger, c'est un bouclier. Ça permet aussi de prendre quelques libertés avec, non pas la vérité, mais avec quelques dates, quelques faits, quelques personnages. Et ce qui me rendait le plus triste, c'est si brusquement, à lire ce que j'ai écrit, c'était obscène, c'était une mise à nu impudique. Donc mon problème, c'est chaque fois que je peux écrire des choses comme ça, je ne pense pas à moi, je pense ni à guérir, ni à aller mieux, ni à changer. Je pense que c'est quelque chose que je peux partager avec d'autres. Donc je n'offre que ce que je sais possible de partager. Je ne peux pas offrir plus. Et donc c'est ça, j'offre beaucoup, mais j'offre dans l'idée d'un partage d'expérience. Quand je fais des livres sur mon père, jamais, mais jamais, personne ne vient me voir dans un débat, dans une rencontre, pour me dire « Ah, votre père, quelle horreur c'était !» Personne. Les gens parlent de leur propre père, ou de leur propre mère, ou de leur propre terreur par rapport à la famille, ou de comment ils s'en sont sortis. Et c'est à ça que ça sert. Moi, je n'écris que pour partager, mais pour partager, je ne peux pas tout offrir non plus. J'en parlais, j'étais avec là où vous êtes, j'étais tout à l'heure avec des lycéens, et je leur ai expliqué notamment que dans un livre, par contre, qui s'appelle graphique aussi, mais qui s'appelle Profession du père, c'est donc un enfant, c'était moi qui suis élevé par un père fou qui a tous ses métiers, et à un moment donné, dans la vraie vie, j'ai tenté de mourir. C'est-à-dire, je suis en classe, en quatrième, je précipite vers la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et mon prof me tire à l'extérieur et me sauve la vie littéralement parce que je voulais mourir à cause de mon père, de ma mère, de mes parents, etc. Dans ce livre-là, je n'en parle pas du tout. Je peux en parler comme ça, mais parce que je trouvais que c'était obscène. Parce qu'en plus de tout ça, s'il y avait un enfant qui a cet âge-là, qui veut mourir avec la classe qui danse autour en scandant son nom en riant, je trouve que je ne peux pas offrir ça. Parce que c'est trop violent, c'est trop dur. Je le garde. Et donc, voilà, donc j'ai écrit sur moi, sur le père, mais il y a des choses que je garde pour moi, pas parce qu'elles m'ont construite, et je ne peux pas en faire profiter les autres, parce qu'elles ne servent à rien, juste à alimenter un malheur qui m'est propre et que je ne peux pas partager. D'autres questions? Bonsoir. Je voulais savoir justement, pour moi vous êtes un miraculé quoi en fait. Pourquoi? Vous êtes un miraculé, pourquoi? Parce que vous auriez pu finir comme les copains qui ont été très déçus par rapport à la fin de la GP, et puis par rapport à votre père, et puis par rapport à Georges dans le 4e mur. Comment vous décrivez en fait je crois que c'est vous qui avez dit je suis journaliste le jour et écrivain la nuit, c'est ça? Et comment vous avez fait pour résister justement à ce que vous décrivez sur Georges qui va sur place, qui voit l'horreur et qui, quand il revient, il ne supporte pas les caprices des enfants dans l'espoir et tout ça, et qui va mal tourner, quoi. C'est un peu votre fils. Alors, je ne sais pas comment j'ai résisté, mais j'ai résisté. J'ai résisté peut-être parce que je venais
je vois qu'à la différence de copains, après, donc à la fin du livre, à la fin de cette histoire, de copains qui sont morts, qui ont mis fin à leur jour parce qu'il ne restait plus rien, moi j'ai fait confiance dans ce qui se montait. J'ai fait confiance dans Serge Juillet, j'ai fait confiance dans des gens qui nous offraient une possibilité de sortir par le haut. Je n'aurais pas fait confiance, j'étais perdu comme d'autres. Moi j'ai décidé de faire confiance et j'ai eu raison de faire confiance. Et ça n'a pas été à la portée de tout le monde, ça n'a pas été possible pour tout le monde. Moi il y a toujours un moment où je pensais qu'il fallait que j'en finisse avec le mortifère de mon père, avec les ténèbres dans lesquelles j'avais été élevé. Donc j'ai toujours cherché le point de lumière, toujours, même si c'était ténu, difficile, même si c'était juste une petite bulle de lumière fragile dans l'obscurité, j'ai toujours cherché cette lumière-là. Et c'est grâce à cette lumière-là que j'ai pu devenir père. Grâce à cette lumière-là que j'ai 3 filles, grâce à cette lumière-là que je n'ai pas reproduit, et grâce à la certitude qu'il y a des gens. Moi j'ai mis un temps fou à trouver une famille. Avec Libération, j'ai trouvé une famille, par exemple. J'ai eu un temps fou à trouver des images de père qui me convenaient. J'en ai trouvé. Je voulais que tout ça, je m'y suis accroché, non pas de façon désespérée, mais de façon lumineuse, justement pour m'en sortir. Je trouvais qu'avoir vécu tout ça, la rue, la violence, toutes ces choses-là pour renoncer, alors qu'il y avait peut-être une possibilité de s'en sortir, c'était injuste. C'était injuste pour ce que j'avais vécu, c'était injuste pour tous les gens qui m'avaient aidé, et c'était même injuste pour moi, je voulais me regarder en face. Donc sincèrement, je ne sais pas comment je m'en suis sorti. Ce que je sais, c'est que je suis aujourd'hui ici et que je m'en suis sorti. Enfin, on s'en sort jamais tout à fait, parce qu'autrement, ça serait trop facile. Mais en tout cas, je suis vivant et je fonctionne. Et mes filles existent, elles sont toutes psy, presque, c'est rigolo. Ouais, c'est facile. Elles sont toutes psy, et sur le plan politique, vous croyez qu'on s'en sort aujourd'hui? très bien, oui, bien sûr. Avec Serge Klarsfeld qui reçoit Marine Le Pen? Mais je n'y suis pour rien, monsieur. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que quand je vois Jordan Bardella au mur des démonstrations, j'ai envie de rappeler quand même que le Front National a été créé par notamment Abba SS. Mais ça, c'est à nous. C'est à nous à répéter, c'est à nous à continuer, c'est à nous à éduquer sans cesse. Bien sûr que ça ne va pas. Bien sûr que ça ne va pas. Mais je ne me souviens pas dans les mouvements, je ne me souviens pas des gens qui se poussaient du coude pour avoir une place, pour avoir un Marocain, pour avoir un fauteuil, pour avoir une responsabilité nationale. Moi, je me souviens des gens qui se battaient ensemble parce qu'ils avaient un avenir, parce qu'ils avaient un espoir. Et c'est vrai que cet espoir-là, j'ai du mal à le voir aujourd'hui, mais j'ai des filles, j'ai une fille qui va voter pour la première fois là. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Autrement, tout ça aurait été vain. Mais je sais ce que vous dites. J'écoute la radio comme vous, je lis les journaux comme vous, je désespère comme vous, mais je continue à me dire qu'on n'a pas fait tout ça pour ça. C'est pas possible. Et donc j'y crois, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Et peut-être que dans 3 ans, on dira, vous voyez, on s'est désespéré. Et on n'est pas. Ou alors que peut-être, dans 3 ans, il faudra faire autre chose. Parce que moi, ce qui me bouleverse quand même, lorsqu'on y pense, c'est que l'adversaire ou l'ennemi, il n'a pas des armées du tout. On se souvient tous, avant l'été, de ces 1000 jeunes qui ont défilé à Paris, avec les bonnes lignes, 3-7 lignes, bon ça va encore. Mais il y avait aussi des runes nazies sur les drapeaux. Et ceux qui ouvraient le cortège étaient 2 jeunes qui avaient des tambours, qui tapaient sur les tambours. Et les tambours avaient été copiés couleur à couleur sur les tambours des jeunesses libériennes, protégés par la police française autour, qui tapaient sur les gens qui s'inquiétaient de voir que les tambours des jeunesses libériennes paradent à Paris. Le problème, c'est ça aussi, c'est que
On a une raison, tout ça a une raison. La création de libération, la fin de cette violence-là, tout ça a été juste. Le problème, c'est qu'en face, il y a des gens qui pensent autrement. Et peut-être qu'il faudra remettre tout ça en cause un jour, je ne sais pas, j'espère pas. Peut-être qu'on a abandonné vers l'autre. Moi, je ne suis pas un informé de France Info. Je suis juste un journaliste, un romancier, puis un citoyen français inquiet, comme vous l'êtes. Merci beaucoup.